Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Alors aujourd'hui, c'est la 40e semaine du moucheur, ça fait quand même déjà un bail que l'on se retrouve régulièrement pour parler pêche à la mouche en compagnie d'Éric. Et eh bien, on ne change pas les habitudes et pour commencer, on commence par notre rubrique environnement et l'on retrouve tout de suite Éric au bord de l'eau. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler de la courbe thermique, donc la température de l'eau, au fil d'une journée en printemps. Alors vous allez me dire une fois de plus pourquoi je vous en parle de ça. Mais c'est très simple. On sait très bien que les truites en printemps gobent surtout l'après-midi à partir de 1h à 4h. Donc, une fois de plus, il est quand même très intéressant de savoir pourquoi je dois aller pêcher à la mouche cet après-midi de printemps comme ici où il y a des mourilles qui poussent partout, où les abeilles sont réveillées, où il y a du soleil qui commence à chauffer et pas le matin comme on le sait habituellement. Parce que quand on parle à quelqu'un, ah oui, la pêche c'est le matin tôt. C'est faux. C'est faux ici en mars. Nous sommes ici maintenant vers 14h. Et pourquoi on se rend au bord de l'eau? Alors la chose est très simple. On a une température de l'air. On sait qu'elle est réchauffée par le soleil et par les vents, s'ils sont surtout du sud, sud-ouest, dans les meilleurs cas. Maintenant, on sait aussi que la température de l'eau, elle dépend du glacier ou de la fonte de neige où elle descend, mais elle se frotte en permanence avec l'air qui l'environne. Donc, on a une courbe qui est du matin vers midi, vers le soir, la température de l'air. Et on a une courbe qui est parallèle, qui suit derrière, avec un intervalle de 2 heures. Alors, en printemps, on a en effet, ici sur la rivière, l'eau qui est 2 heures en arrière. Alors, si on fait des calculs maintenant, on sait déjà qu'avec notre temps qu'on a ici en France, on a 2 heures de retard au soleil. C'est-à-dire que quand on a midi, il n'est que 10 heures. Parce que le soleil est à 10 heures, mais nous, notre vie à tous les jours est réglée par notre calendrier et pas par le soleil à notre temps. Et les vieux paysans, si vous en observez, vous voyez bien qu'eux, ils ont leur montre toujours au ancien temps. Et maintenant, si on a compris, qu'est-ce que je vous ai dit, que l'eau suit de 2 heures le réchauffement de la journée, on arrive à 2 heures de plus, ça fait 4 heures. C'est-à-dire que quand vous êtes à table à midi, et quand vous allez au bord de l'eau à midi, il n'y a en fait que 8 heures du matin pour la rivière. Donc, il est très logique que quand vous arrivez ici à 2 heures, il est 10 heures du matin. Donc, les premiers bénéfices chaleur du soleil, du vent sont allés dans l'eau. L'eau se réchauffe notamment dans des parties du bord, dans les endroits où l'eau ne court pas rapidement. Et donc, la rivière, elle se réchauffe un petit peu avant de redécliner le soir. Donc, le soir, en été, on a une éclosion, mais en printemps, en mars, avril, on les a l'après-midi qui se décalent après vers la soirée. Alors, pourquoi c'est important pour les poissons? Très simple, après l'hiver, des longs mois de froideur, de l'eau à 0 degré, à 2 degrés, à 4 degrés qui ne sont pas bons ni pour les insectes, pour le développement, pour le métabolisme, ni pour les truites qui les suivent, comme on l'a déjà entendu si souvent. On a maintenant en printemps des insectes qui sont là en face de nous, attendre que vraiment, ça va être bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont sortir de l'eau. Leur température dans l'eau leur convient bien. Mais quand ils sortent de l'eau et quand la chaleur et la lumière doivent durcir leur carapace chitineux pour qu'ils ont en subimago pour s'envoler vers la berge, il faut qu'il y ait le minimum de humidité dans l'air, donc séché par le soleil. Il faut qu'il y ait le soleil qui le chauffe pour que ça se fasse vite. Et c'est grâce à ça que vous avez des truites qui gobent l'après-midi en printemps. Bon, alors maintenant, vous êtes des pros du lancer autrichien. Vous maîtrisez forcément la simple traction et toutes ses subtilités. Et puis la double traction, eh bien, Éric, au cours de cette dernière leçon, va vous livrer ses derniers secrets. Aujourd'hui, en technique et matériel, nous sommes au lancer autrichien.
Et je suis sûr que vous êtes impatient de continuer la dernière leçon, la double traction, la maîtrise pour vous et pour vos sorties de pêche. Je répète donc en quelques mots que la double traction est tout simplement un raccourcissement en donnant l'énergie supplémentaire à votre soie avec la main gauche. Regardez que la main gauche, ne regardez pas la main droite, vous connaissez déjà le geste de base. Regardez, la main gauche, elle va, elle vient. Elle tire, elle raccourcit, elle tire, elle raccourcit. Donc elle doit raccourcir pour arriver à donner cette impulsion, ce raccourcissement de la soie dehors. Là, j'ai manqué. Ça arrive au meilleur. La main gauche, donc, bien entendu, la main droite pour dégaucher, c'est bien entendu, raccourcit et donne l'impulsion supplémentaire. Donc, la double traction, elle donne, qu'est-ce que je vous prêche depuis si longtemps? Elle donne une énorme vitesse, une énorme énergie à votre soie qui vous permet, comme on l'a déjà appris si bien, aller plus loin. Bien entendu, avoir une boucle serrée, donc perce le vent. Avoir une boucle serrée, donc aller en dessous des obstacles et entre les obstacles. Elle va bien entendu aussi faire sécher votre soie, votre bas de ligne et votre mouche sans aucun produit chimique qui vous mette dessus. Donc la mouche va toujours flotter. Donc c'est la maîtrise totale, c'est que vous êtes libre. Alors, au début, on s'entraîne, comme on l'a vu la dernière fois, et je vous le répète parce que c'est important. On part de deux mains, tire, 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 c'est la simple traction. Donc une seule fois, phase finale, pour y aller plus loin, c'est la simple traction finale. Et la double traction, c'est dès l'entrée, on tire, on vient, on retire et on vient. Voyons à la canne. Je viens, je retire, je viens. Je tire, je viens, je retire, je viens. Alors maintenant, le geste et la distance du parcours de la main gauche est de plus importante, de plus vous allez loin. Regardez. Là, je lance à peine à 12 mètres. Regardez ma main gauche. Regardez que la main gauche. Vous voyez que le parcours est à peine de 15 cm de la main gauche qui lance sans problème cette distance et qui absorbe quand même le shoot comme il le faut. Rien. Donc, le bon geste au bon moment, tout petit. Maintenant, si on veut lancer plus loin, c'est que pas seulement la cadence de la main droite et la force de la main droite est plus ample et plus longue, mais votre parcours aussi de la main gauche va être plus grand. Regardez-moi. On s'installe, comme on tire au fusil, on veut aller loin. Alors, regardez, les gestes n'est pas les mêmes. Regardez, on regarde derrière. Voyez le fil comme il se déroule horizontal sur l'eau. Regardez la distance qui est dehors et regardez l'amplitude de votre geste. Vous avez vu, je le refais. Là, on est au bout de la soie. Ouais. Donc, on a fait toute la soie dehors. Regardez, grand geste, on laisse filer, grand geste, on laisse filer, grand geste, on laisse filer et on y va. Et voilà, tout simple. Donc, je répète, tout petit geste pour 10 mètres, juste pour donner plus d'énergie, pour que la mouche soit plus sèche, pour que le bas de ligne flotte, qu'il n'y a pas d'humidité, pour aussi percer le vent, pour avoir la précision. Et ensuite, à fur et à mesure que vous développez votre geste, à fur et à mesure que vous allez plus loin, que vous avez plus de soie qui tire sur votre canne, vous ajoutez l'amplitude aussi bien de la main droite que la main gauche. Et le tour est joué. Bon, alors maintenant qu'on s'est bien échauffé à lancer en double traction, on va rentrer au frais à la maison et on va s'occuper de monter une mouche de saison. C'est notre rubrique, la mouche de la semaine. La mouche de la semaine est l'imago de Stonefly. C'est une mouche qui, bien entendu, sert que pendant une période restreinte dans l'année, notamment en avril et en mai. Après les 3 ans que les larves ont passé dans l'eau, où ils ont mu 33 fois, ils sont arrivés à la maturité. Ils vont donc sortir activement en grimpant le long des roches et des cailloux en dehors de l'eau. On n'a donc évidemment pas d'émergente pour cette
type de mouche. Bon, il faut savoir que donc, ces larves ils quittent l'eau, ils vont se fixer sur la berge, sur des galets, sur des cailloux. Ils vont faire des pompes, comme ça, jusqu'au que le dos éclate et l'imago sort de la larve. On n'a donc ici pas de chrysalide. Bon, ça peut durer à peu près une demi-heure, 2 heures, selon la chaleur et selon la température, donc froid ou chaud. De plus c'est chaud, et plus ça va vite. Et si c'est un jour assez gris, ça met plus de temps, jusqu'aux 2 heures et même plus. Ces imagos qui vont donc sortir, qui sont donc des insectes parfaites, se différencient par leurs ailes. Que des femelles, dans la plupart des cas, ont des ailes qui peuvent servir. Les mâles, ils n'en ont pas, ou les tout petites, qui sont uniquement des rudiments et qui ne servent à rien, sauf y être là. Bon, pourquoi les femelles ont des ailes et les mâles non? C'est tout simplement parce que les femelles doivent retourner de la berge sur l'eau pour pondre. Et ça se fait pendant 3 semaines. Ils restent dans des sous-bois humides, dans des tas de bois qui sont en train de pourrir, ils aiment ça. Et la femelle, qui chaque fois uniquement a une petite paquet d'œufs qui arrive à maturité, va le poser sur l'eau, revient à temps et retourne. Et donc on a là plusieurs fois, dans le temps du soir, que la truite elle a la possibilité de manger ce gros morceau qu'elle aime vraiment beaucoup. Voyons maintenant au tableau comment on la monte. On utilise pour cette imago un hameçon 2 fois long. On a donc une hampe qui est très longue et on utilise la taille 10, 8 ou 6. Moi je prends particulièrement du 8 parce que ça passe à peu près partout. Si vous êtes dans des ruisseaux où il y en a des petits imagos, donc plutôt du 10, ou dans des grandes rivières où il y a vraiment des très très gros, on prend du 6. Ici donc un 8. On va commencer à faire un corps en polycellon, donc la mousse autoflottante que vous connaissez bien, qui existe dans des coloris bleu, rouge, jaune, noir, blanc et vert. Nous ici on va utiliser du noir car les imagos sont souvent très foncés. Et on va le fixer. Alors vous avez 2 possibilités. On peut le couper une toute petite bande et l'enrouler autour, ou on peut tout simplement fixer un gros morceau avec 2 ligatures derrière et devant. Ensuite, on va mettre un petit peu de dubbing devant pour imiter un thorax. Ça c'est vraiment pour faire joli et pour c'est pas nécessaire forcément. Maintenant, on va fixer dessus une aile, donc une plume renversée de coque assez grosse, où on laisse 2 fibres qui font un petit peu l'illusion des cercles. En fait, la mouche est quasiment terminée. On ajoute une collerette avec un coup de coque de bonne qualité, des coloris gris, et pas trop fourni, car c'est une mouche qui doit flotter, mais quand même avec le polycellon déjà est très bien stable sur l'eau, et on peut pêcher même des courants la nuit tombante pour prendre des gros poissons. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour la réaliser. Comme matériel, il nous faut bien entendu, comme toujours, un bon étau qui serre bien l'hameçon. Ensuite, on a des ciseaux, des paires pour les gros travaux, des paires pour des travaux fins, une porte-bobine avec du fil noir, une pince à hacle pour enrouler la hacle, une aiguille à dubbing, bien entendu avec un peu de vernis pour terminer la mouche, et éventuellement un enfileur si on casse le fil au cours du montage. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux pour réaliser cette stonefly. Comme je vous ai déjà dit, les hameçons sont des hameçons tige longue ici du 6. Pour faire flotter cette mouche, on utilise du polycellon, donc cette mousse qui est autoflottante et qui donne une bonne flottaison à votre mouche. Ensuite, le thorax, c'est un petit peu du dubbing de poil de phoque teinté en olive dorée. L'aile va être faite par des grosses plumes d'un coup de coque. Et on termine avec la collerette qui est un coumet, ici sandy dun, donc gris sablé, qui va finir la mouche. Mettons-nous à l'étau pour la réaliser. On commence son roulement comme toujours en arrière, à la courbure. On prend le polycellon, on coupe une bande d'à peu près 2 mm. On va l'enrouler
ça fera encore plus flottant que si on le met seulement le long. On va devant avec le fil à 2/3 de l'hameçon, on arrête et on tourne le polycylon noir ici. On fait un corps qui est comme un bouchon, qui flotte très bien. La mouche devient quasiment insubmersible. Voilà. C'est un peu conique, c'est joli comme ça. 3 coups, on arrête, on coupe l'excédent. Maintenant, on va faire le thorax avec un tout petit peu de dubbing. Voilà, on fixe. Qu'est-ce qu'il y a de trop? On enlève. Voilà, ça donne un petit peu de volume à la mouche. Donc maintenant, on a prélevé une très très grosse plume du haut du coq on va donc en fait maintenant renverser pour la fixer à l'envers pour former l'aile. Alors on va la mettre ici. Voilà. Hop, on voit l'aile. On coupe derrière et on laisse juste une petite triangle qui dépasse. Et on coupe le devant. Tout ce qui dépasse. Alors bien entendu, là on pourra encore mettre une deuxième, de la même manière, mais je préfère de charger moins la mouche pour qu'elle ne soit pas trop haute sur l'eau, parce que vraiment elle y est déjà bien flottante par le corps, par le dubbing et par la collerette qu'on va mettre. Donc ici maintenant on a un coup Metz, donc un coup de qualité que je prends un peu sablé, donc Sunday Dawn. On choisit une plume qui correspond à peu près à la taille à la mouche, pas trop grosse, donc là ça va. On enlève des fibres qui sont molles en bas. On garde que le bon. On coupe, on prépare, on la fixe bien et on commence les enroulements à l'aide d'une pince à acre. On tourne, on fait quelques tours. Ça dépend, si on pêche vraiment dans des gros courants, on peut le fournir, un peu comme ici. Sinon, on en mettra moins. Là, on l'arrête net à l'œillet. Bon, moi, je coupe à la main. Vous pouvez couper sinon au ciseau. On nettoie l'œillet. Et on finit avec des fameux 3 demi-clés. Voilà. Et la mouche est terminée. Avec une toute petite goutte de vernis, avec l'aiguille à dubbing, nettoyez l'œillet et c'est bon. Et votre imago est terminé. Et oui, c'est déjà l'heure de notre dernière séquence, une séquence que vous attendez tous, puisque c'est la séquence technique de pêche. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller attraper une grosse truite. Aujourd'hui, avec notre technique de pêche, je vous ramène dans une petite rivière dans des landes pour pêcher au streamer du beau poisson. Voyons bien ici une typique rivière des landes. Donc on a un terrain qui est très plat, il y a très peu de relief. Donc la rivière elle est assez calme. Il y a des petites chutes qui sont installées exprès pour oxygéner l'eau qui n'a pas cette turbulence comme un ruisseau de montagne. Et on a une couleur de l'eau qui est un petit peu brunâtre, ce n'est pas complètement clair, tout simplement car le sol ici est acide grâce aux pins qui sont
dans des landes plantées partout et qui donc font un biotope qui est assez pauvre. Alors comment se peut-il que dans une rivière qui est donc assez pauvre parce que le sol est sablonneux et il n'y a pas des galets, donc il n'y a pas des interstices, donc on a peu des éphémères ici. Pourquoi il y a quand même des belles truites là-dedans? Alors je vais vous délivrer le secret. Premièrement, ces rivières sont pleines de gamarres. On a déjà entendu parler souvent que cette nourriture de choix qui donne la chair orange à des truites et au saumon, c'est quelque chose que les truites ils aiment manger et qui est très nutritif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on observe bien, on voit qu'il y a partout des macrophytes, des plantes oxygénantes, si on veut bien, dans l'eau, qui font qu'il y a du relief, pas dans les interstices, mais dans l'eau. Donc, ces plantes sont habitées par quand même quelques éphémères, même si c'est une minorité, mais surtout par des trichoptères, des porte-bois, qui sont très nombreux ici. Et donc on a une faune riche qui fait que, vu la température ici sur l'année qui est assez clémente, les truites en profitent presque pendant toute l'année. C'est pour ça qu'il y a des beaux poissons. Alors moi j'ai choisi de prendre du gros. C'est pour ça que je choisis aujourd'hui de pêcher avec un jig, un streamer noir, mais qui a une tête plombée, pour aller au fond, car cette petite rivière est quand même profonde jusqu'à 1,50 m, 1,80 m. Et les grosses truites, si on ne passe pas près de la gueule, on ne les prend pas. Alors, je choisis la couleur noire. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une rivière où il y a l'eau trouble, assez trouble, sombre, on prend un leurre sombre. On va voir maintenant. Maintenant, on va immédiatement voir si on arrive à prendre un beau poisson. Donc la difficulté est évidemment le lancer, pas beaucoup de place et le leurre est très lourd qui fait que ça fait un petit peu boulet de canon et donc il faut avoir une soie assez lourde. Ici j'ai une 8 sur une canne de 11 pieds, soit de 7-8. Hop. Bon, la technique du streamer, c'est simple. On lance, on laisse couler un peu ce streamer plombé et on ramasse en saccadant, toujours en arrêtant le fil avec le médian de la main droite pour que s'il y a touche à l'arrêt, la truite se fait quand même. Ça, c'est important. À la fin, on fait attention parce que souvent les poissons, surtout les gros, suivent jusqu'au bout et prennent le streamer au dernier moment. Donc il faut être à la fin aussi vigilant. Hop, touche. Manqué. Vous avez vu la violence? Un remous énorme. Je me demande si je ne vais pas casser. Non. Oh là là, cette châtaigne. Elle a suivi. Est-ce que tu as vu cela qui a suivi? Ha! Une arc, pas très grosse, 1 kg je pense. Elle a suivi le leurre, comme je le dis tout à l'heure. Et j'ai juste sorti. Là je l'ai. Et ben voilà. Elle a suivi 2 fois et 1 fois de trop. Peut-être. Ah, beau poisson, oui. Beau poisson. Maintenant, il faut faire attention qu'il n'aille pas dans des herbiers. Récupérer un peu de la soie en trop. Pas dans des herbiers. Ouais. Pas encore gagné. Mais bon, ça va venir. Ah, c'est lourd. Elle ne se décroche pas au dernier moment. Et non, elle ne s'est pas décrochée. Pouf! Bon, une truite qui fait facile 5 livres. Et ben voilà, vous avez vu, ça marche le jig noir dans des eaux un peu troubles parfois. Voilà. Ça tire. Hein. Ah oui. Courcir le fil. On va essayer de la mettre
à l'épuisette qui n'est pas gagnée encore. Surtout que là, il n'y a pas dans des herbiers. Hop, je commence à être un peu fatigué. Ah, c'est pas facile. Hop. Oh là là. Elle est bien accrochée. Sinon. Hop. Pouf. Vraiment belle. Qui a pris ces chigs noirs. Magnifique poisson, toutes les nageoires magnifiques. Un beau poisson dans une petite rivière sur un chig noir assez lesté quand même.